Nicolas Boulan, Braclay Associés. Le thème de cette agora, c'est donc l'appel au mécénat en faveur des établissements de santé, mais ça peut être aussi vos associations de patients, des fondations de recherche, des centres universitaires, des hôpitaux universitaires et autres. Voilà. L'objectif de cette session, alors je ne sais pas du tout, vous êtes dans le milieu hospitalier, combien d'hôpitaux ? Voilà, des associations de patients ou associations diverses, fondations de recherche. Non, ok, très bien. Il faut parler plus fort. Oui, le problème c'est que... bon. Alors, rapidement, pour être sûr qu'on soit tous à peu près d'accord sur le vocabulaire qu'on va utiliser cet après-midi, je voudrais vous rappeler ce que c'est que le mécénat. Ensuite, on passera sur qui sont les donateurs potentiels. Il y a peut-être des idées reçues et d'autres qui ne le sont pas, c'est intéressant de les avoir. Pourquoi et pour quelles raisons ils vont donner, enfin de celles qu'on a entendues déjà. Quel est le bénéfice pour vos établissements, ou pour votre institution, pour votre structure? Quelles sont les stratégies à adopter? Quelle est la stratégie à adopter? Alors, en 45 minutes, on n'a absolument pas le temps de balayer tout ce qui est possible. Mais il y a un certain nombre de constantes qu'il faut pouvoir, que nous vous invitons, du haut de l'expérience du cabinet, à respecter. Par où commencer et comment être accompagné? Ça, c'est la petite fin derrière. Donc nous, on est un cabinet de conseil. On n'est pas une agence de communication. Notre métier, il vise à accompagner nos structures, les structures, à créer une communauté de donateurs robuste. Et donc à mettre en place une campagne de levée de fonds privée. Ce que j'appelle levée de fonds privée, ce sont donc des dons désintéressés, sans espérance de réciprocité. Alors il se trouve que nous ne sommes pas tout seuls. Ça fait à peu près 15 ans que nous sommes en France. Mais nous avons 40 petits camarades dans le monde, dont certains n'étaient pas là en 1919, Dieu merci pour eux. Mais le cabinet est né aux États-Unis en 1919, en privilégiant les stratégies auprès de très grands donateurs en faveur de l'enseignement supérieur, des facultés de recherche de médecine, etc. etc. Aujourd'hui, donc on travaille à la fois en Europe et en Asie, dans différents pays. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un certain nombre de pratiques qui ont été établies en Europe ou ailleurs dans le monde, bien avant la France, et que ça serait idiot de ne pas faire profiter la France de ces pratiques, tout en respectant un certain nombre de pratiques françaises. L'idée, c'est de bâtir une communauté de donateurs. Vous n'êtes pas là pour envoyer un mail en disant « donnez-nous de l'argent ». Vous êtes là pour dire « nous faisons quelque chose de formidable, nous avons une vision pour l'avenir ». En particulier, en l'occurrence, la santé. Alors ça peut être la lutte contre une maladie, ça peut être un environnement de soins amélioré dans votre hôpital. Vous êtes un CHU, il y a des enjeux de recherche. Vous êtes un hôpital de territoire, il y a un enjeu territorial, de proximité avec les personnes, d'accueil, etc., etc. Si vous arrivez à faire adhérer ces donateurs à votre vision, les gens vont avoir plaisir à vous donner et à participer à l'aventure. Alors je sais bien que quand on parle d'une vision stratégique à un établissement public de santé, il y a déjà peut-être plusieurs gros mots qui ont été cités. Mais c'est pas du tout incompatible. On a l'expérience sur un certain nombre de nos clients. Voilà, simplement, c'est pas le même discours que quand le directeur d'établissement s'adresse au préfet, au conseil général, à l'ARS, à l'HAS, etc., etc. Évidemment, on n'est pas du tout dans la même posture. Donc notre métier va consister à apporter de la formation, à apporter de l'accompagnement, parce qu'une fois que vous êtes formé, un certain nombre d'entre vous nous dites « oui, mais on aimerait bien que vous soyez à côté de nous au départ, parce qu'on ne sait pas très bien vers quoi on tend ». Et puis ensuite, c'est du coaching, c'est-à-dire qu'il y a certaines situations d'approche ou de gestion de certains donateurs ou de certaines stratégies. Vous appréciez d'avoir notre recul et notre accompagnement sur ce sujet. Et puis éventuellement aussi de la recherche de donateurs quand il s'agit d'élargir les réseaux, les premiers réseaux disponibles. On va revenir là-dessus. Alors, en 2 minutes, la définition du mécénat. Alors tout ça, ça regroupe la philanthropie, la générosité, etc. etc. J'insiste sur le côté gratuit et irrévocable. À partir du moment où un don vous a été fait, le donateur ne peut pas espérer une réciprocité. Alors la loi précise qu'il ne doit pas y avoir plus de 25% de retour sur investissement pour le donateur.
Sinon, c'est requalifié en étant soit du sponsoring, et ça n'a plus rien à voir en termes de fiscalité pour le donateur et pour vous. Les établissements de santé, de recherche, les associations, etc. sont habilités à recevoir des dons. Alors certaines ne le sont pas au niveau de l'ISF, mais on ne va pas rentrer dans les considérations. Qu'est-ce que ça veut dire déductible? Le don est déductible. Ça veut dire que quand vous faites un don de 100 €, pour peu que vous soyez assujetti à l'impôt sur le revenu, par exemple, vous en avez 66 qui va vous être réduit, qui va être déduit du montant de votre impôt. Alors, il y a quelques règles avec des plafonnements, etc. Je ne rentre pas dans les considérations. Pour l'instant, la loi ne change pas beaucoup. Il faut savoir que les entreprises n'ont pas tout à fait le même modèle. Enfin, c'est 60% dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Là, on n'est pas très généreux. Mais grosso modo, aujourd'hui, l'IRPP, donc l'impôt sur le revenu, c'est 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Ce qui fait quand même, en France, on est en moyenne à 3-4% du revenu imposable distribué. On a encore un peu de marge. Voilà. On reviendra sur ces aspects-là. Alors, ce qui est assez drôle, c'est quand on a travaillé pour les 2 premiers hôpitaux pour lesquels on a travaillé, le comptable est venu nous voir en disant « Mais hey, je fais quoi ?» Je lui ai dit « Vous regardez dans votre plan de compte, parce que la ligne 1 du plan de compte d'un établissement public de santé, c'est dons et legs. » J'ai découvert ça de façon complètement fortuite. Donc ça veut dire que dans l'histoire, dans l'imaginaire quand même, qui est-ce qui était à l'origine des hôpitaux? C'était les hospices, c'était les congrégations religieuses, c'était des dons, c'était des bienfaiteurs, qui étaient des mécènes, qui étaient les seigneurs de l'époque, etc. Même dans des zones où on a l'impression que l'hôpital est arrivé depuis les années 80. Non, non, et en fait, en face, il y avait une vieille maison et c'était l'hospice qui avait été, etc. Alors, qui sont les donateurs? Les donateurs, en priorité, et c'est pour ça que je l'ai mis en tête, ce sont des individus à titre privé. Aux États-Unis, c'est 80 à 90% des individus qui donnent. Enfin, non, les dons viennent de 90 à 90% des individus. Il y a quelques fondations et quelques entreprises. Une entreprise n'a pas vocation à faire de la philanthropie. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que des entreprises décident de créer, par exemple, des fondations d'entreprises, qui sont en fait des véhicules juridiques qui visent à sanctuariser une certaine somme d'argent qui va être destinée, suivant des règles bien précises, à être distribuée dans le cadre de la RSE, Social Responsibility, etc. Donc si vous adressez une fondation, une entreprise, vous regardez d'abord si elle a une fondation, et si elle a cette fondation, vous regardez l'objet précis de la fondation. Ce n'est pas la peine d'essayer de taper solidarité du territoire quand elle fait que de l'environnement et des pays en voie de développement. Ça ne sert pas. Ou alors, par votre stratégie, vous avez accès aux dirigeants de l'entreprise avec lequel vous pouvez discuter du bien fondé, du soutien de son entreprise ou de lui-même sur la cause que vous défendez. Donc, vos patients, alors ça c'est un point extrêmement délicat, le fameux grateful patient. Pourquoi j'utilise le terme anglais? Parce que on a travaillé sur l'hôpital d'Apt il y a quelques mois, dans le Luberon, et un des 2 faits déclencheurs de déployer une stratégie de levée de fonds par la directrice, c'est qu'une dame d'un certain âge a fait un don significatif à l'hôpital quelques semaines après le décès de son mari, qui avait passé les 10 derniers jours de sa vie accompagné par l'hôpital. Voilà. Et les dons venaient de tous ses amis. Il avait une carrière mondiale et de tous ses amis. Donc elle a comptabilisé des dollars australiens avec des dollars néo-zélandais, avec des dollars américains, des pounds, des Deutsche Mark. Enfin bon, à l'époque plus de Deutsche Mark, mais voilà. Et pourquoi? Parce que spontanément, quand l'avis de décès est arrivé auprès de tous ses amis, les gens envoyaient un chèque. Imaginez ça en France, nos hôpitaux seraient quand même extrêmement riches si on avait ce réflexe. Donc à ce moment-là, elle s'est dit, il y a un truc à faire et ça veut dire que la communauté étrangère autour de l'hôpital est prête à se mobiliser pour mon hôpital. Et en l'occurrence, c'est vrai. Des fondations, vous pouvez avoir des fondations dont l'objet vise à améliorer la recherche sur tel ou tel sujet, l'accompagnement dans la dépendance, la médecine du futur, la télémédecine, le désenclavement de certains territoires, etc., etc. Donc là, il y a tout un travail de recherche. Mais globalement, aujourd'hui, en France, les fondations ne sont pas très fortement dotées et donc ça ne constitue pas non plus d'énormes ressources de financement. Alors, je vais vous donner 3-4 chiffres pour que vous ayez à peu près les idées claires.
Donc aujourd'hui, il y a à peu près 15%. En 2013, il y avait 15% des foyers fiscaux qui ont été donateurs en France. Ça fait 2 milliards d'euros en 2013. Sachant qu'aujourd'hui, en actifs philanthropiques, donc en fonds capitalisés, conservés à vocation philanthropique, il y a à peu près 22 milliards d'euros qui sont stockés dans des fondations, Fondation de France, Caritas, etc. etc. Ça ne veut pas dire que cet argent est distribué tous les ans. Les flux, c'est 2 milliards, mais il y a une capitalisation de 22 milliards. Pourquoi? Parce que vous avez toute une série de structures qui, à vocation philanthropique, décident de sanctuariser de l'argent. C'est-à-dire que les gens, par exemple, font un don ou un leg important, mais ils ont 1 million d'euros, et disent, je veux que cet argent, les capitaux, enfin la rémunération de ces fonds, alors aujourd'hui on est bien avec nos taux négatifs, mais bon, on espère avoir des taux positifs, par exemple va financer des bourses de recherche ou des choses comme ça, et tous les 2 ans on verse 10 000 ou 15 000 euros sur la base de ce million d'euros. Et ça permet de pérenniser l'ensemble sans taper dans le capital. Donc vous avez un certain nombre d'actifs qui sont faits. Aujourd'hui, donc 15% des foyers fiscaux ont donné en France, mais vous avez de très gros écarts. Alors il y a une étude qui a été publiée par la Fondation de France, l'Observatoire de la Fondation de France. L'étude est gratuite, vous pouvez la télécharger. Elle est très intéressante parce qu'elle explique le comportement des territoires en matière de philanthropie. Et elle explique par exemple que l'Alsace, c'est 23% des foyers fiscaux qui donnent. La Corse, c'est que 10% des foyers fiscaux. Je n'ai rien contre les Corses. Voilà. À titre indicatif, le don moyen en France en 2013 était de 400 €, avec 650 € pour l'Île-de-France et 290 à 300 € pour la Basse-Normandie. Donc vous voyez, il y a quand même des écarts significatifs en termes de territoire. Alors ça s'explique par plein de raisons. Il y en a 50 pages qui vous donnent les raisons, donc c'est intéressant en fonction de vos territoires de vous y intéresser. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a constaté 2 choses que je note. C'est que plus l'emploi public est important sur un territoire, moins la générosité est importante. Et que plus il y avait des traditions religieuses ancrées christianisme dans les territoires, plus la générosité est importante. Vous verrez, il y a une cartographie. Voilà, c'est juste des éléments pour vous. Donc là, vous avez... vous arrivez à lire là, parce que c'est tout petit, non? C'est bon? Ça va à peu près? Donc l'Alsace est avec ses 24% et la Corse est avec ses 10% en bas. Et là, vous avez donc une petite carte rapidement. Et ici, on a le don moyen. Donc on est à 300 en Corse, on est à 400, etc. Voilà. Donc vous avez toute une série de cartes là-dessus qui vous permettront de récupérer ces infos. Alors, pourquoi un donateur donnerait-il ? Ce qui est intéressant dans ce qu'on observe, c'est que d'abord, il y a une des grandes règles absolument fondamentales avant de vous lancer dans une stratégie de levée de fonds, c'est d'écouter ce que les donateurs ont à vous dire. Parce que vous avez votre expression de besoin, vous savez pour vos établissements qu'il va falloir de l'argent sur tel ou tel sujet. Simplement, vous savez, c'est encore en marketing, hein, il y a la valeur du produit intrinsèque et puis il y a la valeur perçue. Et est-ce que je mets de l'argent dans la valeur perçue? Est-ce qu'il est complètement idiot de mettre 50 000 € dans une Audi alors qu'on pourrait rouler dans une Dacia à 10 000 €? Bah, il y a des gens qui ont répondu qu'ils mettraient de toute façon 50 000 € dans une Audi. Voilà, c'est une valeur. Donc la première chose, c'est la reconnaissance. Donc il s'est passé quelque chose avec cet hôpital, avec cette association. Ça m'a permis de progresser. J'ai été accompagné par cette structure, etc., etc. Et je veux redonner. Ce qui est très intéressant, en particulier de la part des patients, c'est que les patients, on a eu un échange l'autre jour avec un collègue, il y a un retour à la dignité du patient quand enfin il peut retourner à l'hôpital ou à l'équipe soignante. Parce que quand vous êtes sur votre lit d'hôpital depuis 15 jours ou 3 semaines, malheureusement, de temps en temps, malgré tous les efforts et les infinies délicatesses du personnel, vous en perdez un peu de votre dignité. Vous avez été soigné, vous avez été accompagné jusqu'à la douche, enfin, etc., etc. Je vous passe les détails. Il est évident que si quelques mois après, alors que vous avez été traité correctement, que vous avez été accompagné, que vous êtes en bonne santé en sortant, et qu'on vous dise, bah, écoutez, voilà, vous pouvez soutenir l'hôpital pour faire ceci, pour faire cela, vous serez d'autant plus sensible. Et qu'à la limite, c'est un appel. Voilà, maintenant, on est d'égal à égal. Vous êtes redevenu ce que vous étiez auparavant. Vous êtes peut-être même on peut espérer en meilleure santé qu'en entrant. Voilà. La sensibilité à la cause. J'ai un petit-neveu qui est gravement handicapé. Je ne peux pas faire grand-chose avec mon argent. Et un jour, on me dit, bah, écoutez, vous savez, pour votre neveu, on ne pourra pas faire grand-chose.
Par contre, pour les générations suivantes, on pourra faire quelque chose, parce qu'on va anticiper avec la médecine, la génétique, etc., etc. On essaiera d'améliorer les choses. Bon, à ce moment-là, vous pouvez dire, ben voilà, je vais investir, parce que je suis sensible à la cause et je veux investir dans l'avenir. J'ai un attachement à mon territoire. Je suis, même si je n'y habite plus, c'est comme beaucoup de Parisiens, ou peut-être un certain nombre de gens en Ile-de-France, ils viennent d'un coin, de l'Auvergne, du sud de la France, du sud de Jura, etc., etc. Leurs parents, leurs grands-parents sont encore là-bas. Oui, ça a du sens à ce que l'hôpital ou le centre de santé soit maintenu et soit de bonne qualité, parce que j'ai pas du tout envie qu'à 3 h du matin un jour, on me dise vous prenez un avion, vous sautez dans votre avion pour arriver à Pau, pour aller vous occuper de vos parents, parce qu'ensuite il va falloir les accompagner tous les 2 jours à un hôpital à 80 km d'ici. Voilà. Si on me dit l'hôpital il est de très bonne qualité, il est à 5 km de chez les parents, voilà. Et si j'ai fait un don pour ça, ça a tout à fait du sens. Ça peut être aussi un attachement au territoire de la part des entreprises qui sont locales et qui disent moi, si j'ai pas un hôpital qui tient la route, ça va être difficile d'attirer des collaborateurs de qualité, des cadres, etc., etc., qui sont naturellement relativement mobiles. C'est de la socialisation. Alors c'est très fort aux États-Unis. Hein. La philanthropie, ça permet aussi de rencontrer du monde. De l'altruisme, je ne vous fais pas de détails. Et puis un engagement vis-à-vis de la communauté, c'est aussi de dire j'ai bien réussi. Alors d'accord, je suis blindé d'impôts, etc., etc., mais je veux renvoyer à la communauté que j'ai un véritable attachement pour le reste des gens qui m'entourent. Et que je ne suis pas toute seule dans mon château à garder mon argent et à dépenser mon argent tout seul. Alors, pourquoi vont-ils donner? Alors d'abord, il est très important d'avoir à l'esprit que quand on donne pour l'avenir, on donne pour un investissement. Sauf cas extrêmement rare, le donateur ne vous donnera jamais pour boucher un trou. La seule occasion à laquelle il va pouvoir, le seul argument que vous aurez si vous avez un trou à boucher, c'est de dire je viens de reprendre l'établissement, il y a un certain nombre d'erreurs de gestion stratégique, etc. et ça pèse sur le compte d'exploitation. On a du report à nouveau qui se traîne d'année en année. Nous avons pris telle décision pour remettre l'établissement au cap. Est-ce que vous acceptez de nous accompagner? Et certains, quand ils ont été chefs d'entreprise et qu'ils ont su que de remettre de l'argent dans une boîte qui n'allait pas bien pour la redresser, ils savent faire. S'ils ont confiance en vous et que vous leur faites la démonstration que vous êtes bien ceux qui avaient la bonne idée pour redresser la situation et bien servir la cause à l'avenir, ça peut marcher comme argumentation. Et c'est pas gagné. Donc sachez que prioritairement, c'est de l'investissement. Et c'est de l'investissement qui va permettre de mettre un établissement au cap par rapport à une vision stratégique que vous avez. Un environnement soin amélioré, une stratégie de recherche, améliorer l'accueil des patients sur certains sujets, rénover telle aile parce que c'est important de passer de chambre double à chambre individuelle, etc., etc., etc. Ce peut être aussi donc de la recherche appliquée fondamentale ou clinique, de l'éducation thérapeutique et autres, de la culture au sein d'un établissement, etc., etc. Ce qui est très important, c'est que vous pouvez ne partez jamais du principe que le donateur n'a pas un avis sur les sujets sur lesquels il veut donner, au sens où il a une vision de la cause que vous défendez, il vous considère comme étant des bons défenseurs de cette cause et que vous allez vraiment faire avancer la cause en question. Maintenant, il a aussi des idées sur la façon de faire. Ça ne veut pas dire que vous allez le suivre, parce que c'est vous le patron, quand même, vous gardez la maîtrise. Et c'est pour ça que quand un donateur commence à avoir des exigences qui vous paraissent trop délicates à gérer, gardez l'idée que c'est vous le patron. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les autres donateurs vous ont fait confiance, c'est parce qu'ils vous ont considéré comme étant le patron, parce que vous savez où vous allez. Si vous commencez à être girouette en fonction du donateur, vous allez avoir du mal à garder les autres qui vous ont fait confiance de prime abord. Donc, ça suppose qu'il y ait une expression d'ambition qui soit explicite et qui soit forte. Il faut que ce soit fun. Même dans fundraising, il y a fun. Même quand la cause est délicate. On travaille actuellement sur un projet en RDC sur les violences sexuelles faites aux femmes en Afrique. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. C'est quand même pas le sujet le plus fun qui soit. Simplement, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme pour que les personnes investissent avec vous à vos côtés pour porter la cause de la façon la plus belle possible. Vous avez l'ambition de faire avancer la recherche ou la connaissance ou la pédagogie sur un certain nombre de sujets. Quelle est votre ambition?
Et même si le sujet est délicat et rare et difficile, voilà, il faut que ce soit l'occasion d'échanges riches, que les gens se rencontrent, que les gens interagissent avec les profs, avec vos équipes de recherche, etc. etc. Donc il faut toujours qu'il y ait de l'enthousiasme. S'il n'y a pas d'enthousiasme, vous n'allez pas y arriver. Voilà. Pour votre établissement, ce qui est important aussi, c'est que ça valorise son image. On a des exemples en particulier de valorisation des équipes. Sur 2-3 exemples d'hôpitaux sur lesquels on a travaillé, on a eu comme effet secondaire, l'effet ski school, vous savez, d'une certaine émotion de personnel qui disait on est ému de voir que des individus prennent du temps et de leur argent pour accompagner le développement de l'hôpital. C'est-à-dire que pour la première fois, les gens allaient exprimer leur reconnaissance vis-à-vis du personnel d'une façon singulière qui était de faire des dons et que ça allait de façon assez directe améliorer l'environnement de soins, améliorer les équipements, l'informatique, etc., etc. Et comme vous le savez, pour un certain nombre de gestionnaires d'hôpitaux, l'hôpital est un peu un vase clos sur le plan RH, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de mobilité. Voilà, pour peu que vous soyez dans un territoire un petit peu enclavé, les gens ne vont pas changer de job pour aller faire 150 km tous les jours pour aller trouver un autre job. Donc, ce monde est un petit peu parfois à des soucis, il y a des tensions en termes de reconnaissance du travail effectué, etc., etc. Les dirigeants d'hôpitaux n'ont pas forcément non plus 50 leviers en termes de rémunération, d'avancement, etc. pour gratifier les équipes qui fonctionnent et remonter le moral des autres. Et curieusement, non, on constate que le mécénat apporte un vrai plus en la matière. Et sur des clivages droite-gauche, ah bah tiens, lui il a donné, ah mais attends, mais c'est le sponsor du candidat malheureux de l'élection machin. Ah bah oui, mais alors ça veut dire que c'est plus une histoire de droite-gauche, c'est plus une histoire de pouvoir politique que de donner à l'hôpital. Enfin, oui, il y a un certain nombre de choses qui se font. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des relations avec le territoire, même en termes de recherche, qui progressent. C'est-à-dire que sur un hôpital, on a mis à peu près 1 an et demi à convaincre le marché, entre guillemets, c'est avec des gens intelligents, qui avaient fait des études, etc., qu'il était légitime d'apporter par son don une contribution à l'investissement de l'hôpital. C'est-à-dire d'arriver à imaginer qu'un hôpital n'était pas que nourri à la subvention, qu'il y a cette fameuse T2A, que d'autre côté vous avez des charges dont vous maîtrisez que très peu de choses, les indices sont décidés au ministère, etc., etc., etc. Et donc, cette réalité, ça faisait tout d'un coup que l'hôpital redevenait une communauté humaine qui se bat pour un service public sur un territoire donné avec une mission particulière et que le territoire pouvait tout à fait apporter sa contribution et sa solidarité avec ça. Évidemment, la relation avec la patientèle va évoluer. Alors, non pas de dire « Ah, monsieur a donné 10 000, bon, t'es gentil, tu lui mets autre chose dans le plateau repas. » C'est pas ça. Mais il est clair que d'abord, les patients vont prendre soin de l'hôpital. À partir du moment où ils font des dons, on va bien comprendre qu'il faut prendre soin de l'hôpital. Et puis que les patients vont s'intéresser à l'hôpital. Ils vont s'intéresser à ce qui s'y vit, à ce qui s'y fait, les investissements, l'actualité. Si vous communiquez sur les programmes d'investissement, de rénovation de votre hôpital et que dans le hall, il y a le futur bran, etc. et qu'on vous explique que dans 2 ans, il y aura une chambre qui fera ça, 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 et que si on veut aller plus vite, on peut faire des dons et des choses comme ça, ça crée un sentiment d'appartenance, au même titre que si vous rentriez dans votre école, l'école que vous avez faite en secondaire, et qu'on vous dit, bah, écoute, tu peux donner pour que la salle d'informatique soit refaite ou que la fameuse salle de sport dans laquelle on s'est tous caillés ait du chauffage. Voilà. Autre chose, c'est qu'il y avait une culture philanthropique dans les établissements de santé avant un certain nombre de réformes. Pourquoi ne pas la remettre ? Il y a eu toujours ce côté caritas d'un hôpital, par définition, ou d'une association de santé ou autre. Et donc, c'est important de la rétablir. Pourquoi ça marche ? Enfin, comment, par quel biais ? Il y a quelques idées fondamentales. Vous retrouverez les slides en ligne sur... je ne sais pas comment, mais vous les retrouverez. Tout d'abord, les gens donnent aux gens. Ce sont des personnes qui parlent à d'autres personnes. C'est-à-dire même si vous êtes un patron de service d'un hôpital, même si vous êtes un chercheur universitaire, même si vous êtes un président d'association, même si vous êtes, je ne sais pas, j'ai à peu près tout cité, je ne sais pas. C'est de l'intuitu personné. C'est-à-dire que le chef, l'entreprise qui est en face, même si elle s'appelle Vinci, Bouygues, j'en sais rien, ou autre, à un moment ou à un autre, il y a une personne qui est en face. La décision, il y a un type qui signe. C'est pas normé. Voilà.
Donc, si le feed passe et que l'échange se fait, et pourquoi c'est important? Parce que en écoutant vos donateurs, vous allez apprendre plein de choses, parce que le donateur, il a un environnement qui n'est pas le vôtre. Donc il va vous ouvrir, il va vous dire, mais attendez, mais quand je vous entends dire qu'il faut faire ça, 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 pour faire avancer la recherche ou le soin sur tel sujet, mais est-ce que, moi, ma vision des choses, c'est ça, ça, ça. Comment est-ce qu'on peut... Alors, est-ce que ça match, est-ce que ça matche pas? Mais ça fait des échanges. Un donateur, en particulier quand il fait des dons un peu significatifs, il met 500, 1000 euros, 2000 euros, vous avez des associations qui touchent des dons de 2000 ou 3000 euros tous les ans, poum, poum, poum. Personne n'est allé les appeler en leur disant on va prendre un café. Et même si ce café, il faut aller le prendre à Montpellier, alors qu'on est à Paris, et ben on prend son avion, et même si on le prend au ticket le plus cher d'Air France, je veux dire, pour aller fidéliser 3-4 000 euros pour les 5 années prochaines, ça vaut le coup d'aller faire le déplacement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va créer un échange avec ces personnes. L'importance du leadership, il est essentiel pour vous accompagner, que vous ayez une figure. D'abord, que votre leadership soit établi, c'est-à-dire que vous êtes bien les best players sur la cause que vous défendez et sur le périmètre que vous défendez. Je veux lutter contre, je veux être l'acteur majeur sur la télémédecine sur mon territoire. Je suis l'hôpital X. Voilà, de toute façon, vous êtes le seul dessus. Mais par contre, il faut quand même attirer le donateur qui, lui, va de toute façon être sollicité par d'autres structures. Donc, votre légitimité en termes de leadership, elle est absolument forte. Il faut qu'elle le soit. Et le leadership, c'est aussi le charisme de vos dirigeants, le charisme des personnes qui vont vous aider à développer votre stratégie de levée de fonds. Les premiers dons montrent l'exemple. Quand vous lancez une campagne de levée de fonds, si vous démarrez par des dons à 50 euros, vous allez avoir du mal à monter en puissance. Si vous vous concentrez en disant « je vise 50 donateurs qui vont me mettre 1000 euros par an pendant 3 ans », là, ça commence à donner un certain tempo. Alors quand vous êtes sur les stratégies de très hauts donateurs, vous visez des gens à 10 000, 50 000 ou 100 000 euros et vous vous concentrez sur eux, quitte à en laisser passer des petits, de telle sorte que le tempo soit donné. Et puis surtout, quand vous avez quelqu'un qui va donner 200 kilos, 200 000 euros pendant 2 ans, qui est une certaine figure, il y a des donateurs qui vont être très contents, et là on est dans la socialisation, qui vont être très contents de venir à ses côtés en disant « oui, bah, je mets 10 000 euros pour être à côté de monsieur machin sur cette cause ». Aux États-Unis, vous avez dans toutes les séries télé, vous voyez des galas de charité, etc., etc. Et le type qui s'approche et qui dit en fait, vous soutiendrez bien. Oui, bien sûr, monsieur, il n'y a pas de problème. Et le type fait son chèque direct. Bon, c'est 20 ans de boulot derrière de toute l'équipe de développement de l'université en question, de la fondation en question. Mais la dynamique est là. Les plus proches et les plus fortunés d'abord. Les plus fortunés, je ne vous fais pas trop de dessins. Les plus proches, c'est parfois un peu délicat. Mais le don étant la résultante d'une relation de confiance, si vous commencez par des gens qui sont certes très fortunés, mais très éloignés de vous, bah, ça va mettre du temps à convaincre ces gens du bien fondé et puis de leur faire qu'ils vous fassent une place dans leur générosité, dans leur philanthropie. Alors que si vous les connaissez déjà, eh bien voilà. Et puis vous savez que ce n'est pas le don absolu, qu'il y a certains qui sont proches de vous, qui ne sont pas si fortunés que ça, mais qui vont vous permettre par capillarité d'accéder à d'autres personnes plus fortunées. Ne rêvez pas tout de suite de Madame Bettencourt. Surtout que la compète est dure avec certains... voilà. Tout ça, ça se planifie, ça s'organise. C'est-à-dire que ce n'est pas du one-shot. Vous inscrivez ça dans la durée, de telle sorte que ça vous permette aussi, en fréquentant et en faisant interagir vos donateurs avec vous, en les faisant participer à certaines réflexions et autres, à accompagner votre développement futur. On a des exemples où un chef d'entreprise peut accepter de temps en temps de passer un peu de temps avec le dirigeant d'un hôpital et de lui apporter des idées et des échanges. C'est des effets un peu différenciés du fundraising, mais ça permet aussi d'avoir d'autres idées et qui permettent d'accompagner votre réflexion. Alors, il me reste... C'est bon. Alors ça, on est très friand de bulles, de pyramides dans tous les genres. Ça, c'est notre côté consultant, mais vous nous le pardonnerez. Aujourd'hui, en général, on a un défaut, c'est qu'on confond... L'espace est dangereux. On a identifié une personne. On dit, ah bah tiens, machin, un tel, on va parler d'un tel. Ah bon? Et tout de suite, on le sollicite. Et là, alors sauf si vous avez prié Saint-Rita pendant des heures et vous avez mis des cierges, je ne sais pas qui, et vous avez 9 chances sur 10 pour vous planter. Vous passez complètement à côté.
Pourquoi? Parce que ça prend un peu de temps. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce qu'il faut comprendre la personne qui est en face de vous, puisque vous allez à sa rencontre. Si vous voulez créer une relation de confiance, il faut s'intéresser à elle. Quand vous construisez une amitié avec quelqu'un, vous n'arrivez pas tout de suite en passant au fait, vous êtes charmante, accepteriez-vous de m'épouser? On s'intéresse un peu au sujet en question. Donc ça veut dire qu'il faut faire connaissance. Ça veut dire qu'il faut qualifier. C'est-à-dire qu'il faut se documenter sur la personne que l'on vise. Et ça prend du temps. Et c'est pas indiscret. Il y a plein d'informations qui sont publiques. Alors aux États-Unis, s'il y en a qui veulent discuter plus amplement, notre stand est de l'autre côté, on vous racontera comment ça se marche. Mais ce qui est très intéressant, c'est de réfléchir aux raisons fondamentales pour lesquelles on va approcher cette personne. Et à ce moment-là, on élabore la stratégie. On va écrire noir sur blanc toutes les étapes qui vont nous permettre d'approcher et de solliciter cette personne. Et à chaque fois qu'on aura fait une approche, un contact et autres, on révise notre stratégie de façon à rectifier le tir au fur et à mesure. Il y a des portes qui vont se fermer, d'autres qui vont s'ouvrir, ou d'autres qui vont s'ouvrir d'une façon qui était inattendue. Donc toujours garder sa curiosité, sa capacité d'émerveillement et sa capacité à accepter que l'autre vous apporte quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Et vous allez voir, c'est très très riche, parce que vous allez d'abord percevoir que la personne vous aime, vous apprécie, parce que sinon elle ne vous accorderait pas de temps. Donc ça, sur le plan gratification personnelle, c'est quand même plutôt pas mal, ou même pour vos équipes et pour l'institution. Et puis, la personne est passionnée. Quand vous demandez son avis avant de solliciter, nous, quand on travaille avec vous, on demande l'avis aux donateurs avant de les solliciter. On leur dit, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Qu'est-ce que vous pensez de l'institution, enfin de mon client, de cet hôpital, de cette association, de cette structure, etc. Et il va parler pendant 10 minutes, un quart d'heure sur, bah oui, alors cette cause, moi ça m'ennuie parce que cette structure, elle est bien, mais il y a ceci, mais il y a cela. Ce qu'elle ne dirait jamais devant le dirigeant de l'institution ou le super chercheur. Et donc nous, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a plein de choses qu'on apprend par ce biais-là. Et nous, ça nous permet aussi de vous éviter de vous prendre les pieds dans le tapis. Et surtout, ils vont nous apporter des idées. Dire, mais moi je vois la lutte contre le cancer comme quelque chose de ça. Je vois la santé dans le futur, dans les 10 ans qui viennent, la santé sur le territoire du Haut-Jura, c'est ça pour moi, c'est ça les enjeux. J'ai bien réfléchi, j'ai des parents âgés, j'ai ceci, j'ai cela. Et vous, alors vous êtes cadré par l'ARS et un certain nombre de choses, mais le mécénat peut vous permettre d'aller plus vite ou d'être plutôt novateur sur tel ou tel aspect. Et que certains vous disent, l'urgence elle est là et je suis prêt à la financer. C'est quand même pas mal. Hein. Quand vous sollicitez, donc, oui parce que il y a un moment, il faut quand même demander de l'argent. C'est-à-dire que personne ne va vous donner de l'argent sans que vous l'ayez demandé. Il y a forcément un moment où vous l'avez demandé. Alors voilà. Et c'est là où le moment est un peu crucial. Donc on vous forme à cet aspect-là. Tout ça, ça se confirme. Et surtout, un premier donateur constituera un futur donateur. Avec des ratios parfois de 1 à 7, à 10, à 50. Quand vous entendez aux États-Unis de temps en temps, oui, monsieur X a donné 50 millions de dollars à Harvard. Alors là, tout le monde est là. Et on se dit... Waouh, comment a-t-il fait? Mais en fait, ça fait 20 ans qu'il y a une équipe de 30 personnes qui lui court après. C'est-à-dire que quand vous allez à Oxford, on a eu un séminaire avec l'ensemble des petits camarades européens à Oxford pendant 3 jours au mois de septembre. L'objectif était à 2 milliards de livres sterling, avec des dons de 115 millions de livres sterling. Vous faites vos calculs en euros, moi je m'en fiche. Donc l'objectif d'une charmante jeune femme qui est la directrice du développement de l'ensemble du campus d'Oxford, sur ses petits talons avec sa petite jupe droite, etc., absolument adorable, et elle chasse 500 millions de livres sterling par an. Elle a 100 personnes dans son équipe. Il y a 100 personnes, plus tout le travail dans les collèges, etc., de gens qui entretiennent la relation, qui organisent le dîner qui va bien, le recteur va se déplacer, etc. Le grand professeur va faire un topo en privé avec 2-3 personnes dans un petit salon privé de l'université, machin, etc., etc. Donc c'est un travail absolument considérable. Et en général, le don à 50 millions, il y a eu 15 dons, 20 dons, dont le premier a commencé à $300 quand le type est sorti de l'université, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, une fois qu'on vous a donné de l'argent, vous gardez un peu d'argent pour cultiver la relation avec cette personne-là. Ça veut dire que je m'intéresse, ça veut dire que je suis respectueux d'elle, ça veut dire que quand elle m'a donné, je lui dis merci. Première chose à faire, c'est comme un réflexe. On dit très peu merci à l'ARS quand on s'adresse à elle pour un financement. Là, il faut dire merci tout le temps. Vous le dites en n'importe quelle langue, on s'en fiche, mais c'est merci, 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 merci. Et c'est fondamental.
Merci, je vais vous informer. Dans 15 jours, je vous envoie le bulletin qui va vous permettre de suivre l'événement machin. Je vous invite à la remise de la première pierre, à la pose de la première pierre du nouvel institut auquel vous avez contribué, etc., etc. Et pendant la remise de cette fameuse première pierre, il y a le grand professeur X de médecine ou le grand patron de recherche, etc., qui vient faire un topo, ou le président qui fait un topo en disant « Voilà en quoi ce fameux bâtiment auquel vous êtes en train de contribuer va servir, et ça se confirme, et on va faire ci, on va faire ça, etc. » Et ça, c'est absolument fondamental. Le Collège des Bernardins à Paris, je ne sais pas si certains Parisiens voient où se trouve ce collège, qui est une ancienne collégiale du XIIIe siècle, derrière le quartier latin, qui a été repris par le diocèse de Paris. Ils ont fait une campagne de levée de fonds de 20 millions d'euros pour restaurer l'ensemble. Il y a des gens qui ont fait des dons d'1 million d'euros alors qu'ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi? En disant il est absolument essentiel que l'Église porte une parole dans ce monde qui manque de repères. Alors, indépendamment des considérations religieuses ou quoi que ce soit, mais cette personne avait matérialisé son don en disant il est concret de construire quelque chose pour porter une parole plus loin. Et vous, c'est pareil. Il est nécessaire d'améliorer l'environnement de soins ou de diviser tel truc ou de faire ceci ou faire cela, parce que la vision elle est plus loin vis-à-vis de l'homme et de la dignité de l'homme et de la cause que je défends. Et donc tout ça, comme votre cause, elle peut évoluer, comme vous êtes des bons porteurs de projets et que quand on vous dit que vous allez d'un point A à un point B, vous y allez, eh bien il faut cultiver la relation avec les donateurs parce que, ils peuvent vous apporter autre chose aussi que du don, et puis ils vont vous faire une super pub si le premier don qu'ils ont fait a été véritablement efficient. Et évidemment, ils reviendront. Nous avons travaillé pour le Karolinska Institute en Suède, qui est l'université dans laquelle sont remis les prix Nobel tous les ans. La première campagne faisait un indice 100. 7 ans plus tard, elle a fait un indice 700. Et il y en a 40% des donateurs initiaux de la campagne de 100 qui ont remis 7 fois ou 10 fois plus pour amorcer la pompe de la deuxième campagne. Bon, en l'occurrence, il y a en plus la famille Ikea dans le truc, donc ça met un peu de poids. Voilà. Mais vous imaginez bien que pendant 7 ans, il a fallu entretenir la relation, inviter les gens, enfin voilà, s'en occuper, quoi. Comme vous vous occupez de vos patients. Voilà. Donc, par où commencer? Assez simplement, ce qu'il faut, c'est que vous soyez absolument capable de dire ça va être formidable, venez dans le bateau, voilà ce qu'on va faire. Et en plus, je suis légitime à porter ça. C'est-à-dire que je suis l'établissement de santé de tel territoire et ma mission, elle est ça. Et mon ambition pour le territoire, c'est ça. De façon, parce qu'un donateur, c'est pas parce qu'il a de l'argent. Il y a plein de gens qui vous promettent, écoutez, vous allez acheter le fichier des assujettis à l'ISF et puis vous allez leur envoyer un courrier. Et tous ces gens qui payent 3-4 000 euros par moyenne d'ISF par an vont certainement vous donner puisqu'ils sont assujettis à l'ISF et qu'ils ont de l'argent. Mais comme vous êtes la 863e association à avoir le même réflexe, à avoir acheté le même fichier, vous comprenez bien qu'il y a 863 chances que vous vous fassiez bouler, puisqu'il n'y a aucune raison que cette personne vous donne parce qu'elle est assujettie à l'ISF. Par contre, vous l'interpellez elle parce que vous savez qu'elle est sur votre territoire, parce que vous savez que c'est une personne importante de votre territoire. Vous savez aussi qu'il commence à être un peu âgé, donc la question de la santé, etc., commence à devenir quelque chose de préoccupant. Vous allez le rencontrer, par un biais ou par un autre, ou par un ami ou autre, et vous lui parlez de l'ambition de l'hôpital. Vous ne parlez pas d'argent, vous lui parlez de l'ambition de l'hôpital. Et vous voyez comment il réagit, ou de votre association, ou votre structure. Et c'est cet échange-là, de cet échange-là, va naître une relation qui aboutira, peut-être ou pas, à un don significatif tout de suite, ou plus tard, ou pas du tout. Donc on n'est pas dans la rationalité pure, hein, parce que d'abord, le donateur, il a sa propre liberté, parce qu'il a son histoire personnelle, en particulier quand vous touchez aux questions de santé. Vous avez des gens qui sont scotchés, entre guillemets, sur des engagements philanthropiques à 2-3 ans sur une cause particulière, parce qu'ils se sont engagés sur une cause particulière, en particulier la maladie, le handicap, parce qu'ils ont été touchés de près ou de loin. Et donc ça, il faut le respecter, parce que leurs revenus ne sont pas infinis. Certains vont vous dire, nous on a rencontré des gens qui, en tête-à-tête, voilà, je viens pour l'association truc, etc. Il m'a dit, écoutez, j'accepte de vous recevoir. Je vous ai reçu, je vous consacre du temps. Je vous dis ça. Et je lui dis, alors maintenant, financièrement, est-ce que vous pensez que ça vous intéresserait de le financer? Il m'a dit oui, mais pas avant 2 ans, parce que je ne suis pas liquide, mon entreprise. Il faut que je vends mon entreprise dans 2 ans, et donc on en reparle dans 2 ans. Voilà, vous avez noté ça sur votre coin de table. Ça veut dire que si je fais backstage,
Ça veut dire qu'on était là, et hop, on va passer 2 ans à cultiver tranquillement la relation, pour être sûr que 2 ans, si effectivement il respecte son agenda en termes de session de son entreprise, bah, vous fassiez partie du paysage quand il va se poser la question de savoir ce qu'il fait de son argent. Ça coûte pas cher et ça peut être vraiment important. Donc, vous verrez, hein, donc impliquer les équipes en interne. Il faut que ça adhère en interne. Alors, c'est pas de mettre en porte-à-faux en particulier le personnel soignant qui va dire « Mais attendez, est-ce que je dois parler aux patients ?» Non, dites à votre personnel, faites votre boulot. Vous le faites bien, vous êtes reconnu comme tel. Le patient vous en sera reconnaissant. Parce que si jamais votre équipe ne fait pas bien son boulot, enfin la prestation de service auprès du bénéficiaire n'est pas à la hauteur, là vous avez un handicap. Ensuite, il y a certaines causes qui sont faciles à défendre, qui sont faciles à expliquer, d'autres beaucoup plus difficiles, en termes de réalité en particulier. L'économie d'un établissement de santé aujourd'hui, pour 99% de nos concitoyens, c'est inconnu au panthéon. C'est un service public, c'est picousé à la subvention, et les problèmes de trésor d'un hôpital, ça les dépasse mais complètement. La question de la T2A, ça les dépasse complètement, etc. Donc on arrête de jargonner et on parle de façon extrêmement simple. Et on a eu des rencontres avec des chefs d'entreprise qui étaient hallucinés de la réalité de la gestion d'un établissement de santé de 150 ETP en territoire. On dit, mais attendez, ça fonctionne comme ça. Mais attendez, moi je maîtrise encore mes stocks, je maîtrise en tant que chef d'entreprise mon prix, mes ressources. Si j'ai envie de me débarrasser d'un collaborateur, je me débarrasse d'un collaborateur. Et donc, prenant conscience de ça, et donc ça a permis aussi d'avoir un certain respect, d'égal à égal. Et puis on peut parler d'un certain nombre de choses, bien au-delà des relations donateurs. On va commencer aussi par mobiliser un premier cercle proche, c'est-à-dire que les premiers qui sont convaincus, qui vous ont donné leur avis, qui sont prêts à s'engager, vont jouer le rôle d'ambassadeur. Et donc vont parler. Après, que vous utilisiez des moyens de type crowdfunding pour lever de l'argent, que vous utilisiez des mails ou autres, ce qui est important, c'est que certains leaders aient fait la démonstration qu'il est essentiel et qu'il est urgent de soutenir votre établissement. Alors on manque de temps, mais on a eu un très bel exemple aux États-Unis. On est allé avec un client aux États-Unis et on a eu la chorégraphie quasi parfaite. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'on avait vous avez le directeur de l'hôpital qui est invité par un de ses amis qui va être donateur et qui dit à ses copains, donc on est au Texas, il invite les copains à dîner. Donc on était 3 tables avec une quinzaine de personnes, on était 5-7 par table, plus 2 personnes de l'équipe de l'hôpital. Dieu merci, on parlait tous anglais, c'est ce qui a quand même pas mal aidé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la puissance invitante qui a dit bah, écoutez voilà, je vous présente le directeur de l'hôpital machin, etc. C'est un peu à leur honneur qu'on fait ce dîner, et je vous souhaite une très bonne soirée. Bon, très bien, on discute, nous on fait nos buzz dans les tables, on explique pourquoi l'hôpital a besoin d'argent, etc. On raconte l'histoire et compagnie, et puis il y a un moment, il y a un type qui se lève et qui dit mais au fait Bill, donc puissance invitante, on ne devait pas parler d'un truc important, d'argent par exemple, donc direct. Il dit mais thank you John. Et Bill se relève, il dit voilà, je passe la parole au directeur, il va vous parler en 5 minutes de son projet. Il fait le speech en 5 minutes, en anglais, thanks God, et puis à la fin, il y a une autre personne qui prend la main et qui dit alors bravo machin, donc tout le monde applaudit, et il dit vous comprenez, je vais vous dire maintenant pourquoi moi j'ai décidé de soutenir cet hôpital. Et il a dit avec ces mots les raisons pour lesquelles il avait l'intention de mettre un chèque de temps sur la table. Et là, on avait la traduction d'une vision stratégique par un porteur de projet qui est quand même toujours un peu dans son truc, avec la perception extérieure et la valeur ajoutée que percevait le donateur. Et donc, les autres ne pouvaient que suivre, en fonction de leurs moyens, etc. Alors, je ne vous dis pas qu'on est rentré les poches pleines, mais l'idée, c'est que derrière, ensuite, l'équipe de développement, les équipes de volontaires qui sont autour, vont entretenir la relation avec tous les gens qui étaient autour de la table pour s'assurer qu'ils vont bien s'engager dans par leurs dons. Donc, vous avez besoin de ce leader un peu emblématique. Je ne sais pas si certains ont vu l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle. L'Institut du cerveau et de la moelle, donc professeur Saillant, et l'autre, alors côté médical,
Et côté finance et RP, c'était Jean Todt. Alors les hommes, ça vous dit vaguement quelque chose. Jean Todt, c'est le président, mesdames, c'était le patron de l'écurie de course de Ferrari. Voilà. Et ce monsieur, donc Jean Todt est un bon ami du professeur Saillant. Jean Todt est surtout un super copain de Schumacher, qui à l'époque était en forme. Et Jean Todt a mis de l'argent tout de suite sur la table, à la hauteur de ce qu'il était capable de faire auprès du professeur Saillant. Schumacher a dit « Attends, ton idée est géniale ». Il a mis N fois plus, puisque la fortune n'a absolument rien à voir. Et puis ils ont embarqué Owen Jones, ils ont embarqué Besson, etc. etc., etc. Donc au niveau leadership, voilà. Et c'est pour ça que quand malheureusement Schumacher a eu son accident à Grenoble, la première personne qui a débarqué, c'est le professeur Saillant. Alors, en plus, c'était du brain, mais voilà. Donc là, il y a une belle histoire, et il y a plein d'histoires comme ça, où il faut un leader. Ça prend parfois 1 an, 2 ans de trouver cette personne, mais qui vous permet ensuite d'ouvrir des portes, qu'il y ait de la fierté pour tout le monde de participer à cette aventure. Voilà. Alors, j'ai 1 minute, enfin 30 secondes. Donc, ce qui est très important, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez par contre, par exemple, beaucoup d'établissements qui se focalisent sur la question du véhicule fiscal. En particulier, il y a beaucoup de gens qui ont créé des fonds de dotation, des fondations universitaires ou autres. La structure fiscale, vous y réfléchissez une fois que vous avez les idées claires sur la vision stratégique de votre établissement, sur ce que vous avez envie d'en faire. Parce que comme vous êtes habilité à recevoir des dons, c'est pas très gênant. La plupart d'entre vous, vous êtes habilité à recevoir des dons. Donc fiscalement, vous n'avez pas une nécessité absolue de créer une structure. Quand vous créez une structure, il faut vous poser la question de ce que vous voulez en faire en termes de gouvernance. Qui est-ce que vous voulez mettre? Quelle est votre optique? Comment vous voulez gérer la relation? Sur le centre hospitalier du Pays d'Apt, on a fait le choix assez radical que le fonds de dotation qui a été créé uniquement avec des personnes individuelles non liées à l'hôpital. C'est-à-dire contrairement je crois que c'est le CHU de Nice ou autres, qui ont créé des fonds de dotation avec la gouvernance de l'hôpital qui dirige le fonds de dotation, là c'est le territoire qui a décidé de se mobiliser pour son hôpital et pour la question de la santé. Et donc le fonds de dotation n'a été créé que par des individus qui ont apporté les fonds, etc. etc. Donc, et tout ça, ça n'était possible que parce que la vision était suffisamment attractive pour pouvoir avoir envie d'y aller. Ensuite, on a mobilisé un premier cercle de donateurs, une dizaine de donateurs. On a réglé les questions de fiscalité. On a travaillé sur toute la relation avec les donateurs. À partir de là, on est capable de déployer une stratégie de communication qui soit cohérente, parce que là, vous avez de la matière dans votre stratégie de communication. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas couper la communication pendant que vous êtes en train de développer votre stratégie. Par contre, vous faites en sorte, au fur et à mesure, de façon un peu habile et subtile, de faire converger votre communication institutionnelle avec la communication que vous adressez aux donateurs. Voilà. Parce que de temps en temps, d'ailleurs, vous n'avez pas le temps de faire... En plus, vous êtes gêné parce qu'un établissement de santé n'a pas forcément le droit de faire de la publicité, donc il faut se méfier en termes de contraintes de communication. Et puis, ce qui est fondamental, c'est que... alors, en l'occurrence, le cabinet n'a pas vocation à rester longtemps chez vous. Pourquoi? Parce qu'on est dans une optique de transfert de compétences. Parce qu'à terme, ça va s'inscrire dans vos habitudes de gestion de votre établissement ou de votre institution. Et ça va vous permettre d'inscrire ça dans la formation de vos équipes, dans la relation avec les donateurs, dans la relation avec le territoire. Et une fois que vous êtes picousé, vous êtes, voilà, ça fait partie des trucs incurables. Voilà. C'est pas très grave, ça fait pas mal, mais c'est ça qui est intéressant. Voilà.